Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ah, ça va me coûter combien? Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Nous sommes dans une guerre hybride. Vous comprenez pas, maintenant vous circulez tous, s'il vous plaît. Hein, bonne soirée à tous, désolé pour la démocratie. Allez. Ah, il y a une casserole là. Il faudra les enlever, madame. Non, pourquoi on va enlever des casseroles, s'il vous plaît? On est sur une raison. Des casseroles, eh bien écoutez, j'en ai entendu même au Québec. Oui, je reviens du Québec, je suis rentré hier, c'est pas pour vous parler de mes voyages, mais pour vous dire comment, et on va en parler, comment Sud Radio est reçu à Québec. C'était assez extraordinaire, on en parle. Et puis on en parle d'un sujet quand même assez grave et même préoccupant, c'est Anticorps, l'association Anticorps qui lutte contre la corruption, une association loi 1901, uniquement financée par les dons et cotisations de ses adhérents. Eh bien, elle est en danger de se voir retirer, effectivement, son autorisation. Pourquoi ? Philippe Pascot, que vous connaissez bien, va venir en parler. Et c'est important. Et puis évidemment, on va parler de Djokovic. On va parler de Djokovic, qui n'a pas écouté les recommandations d'Olivier Véran. Et qui vient de gagner encore Roland-Garros. Il y a quand même un problème, là. On va en parler, évidemment. Et puis... on va en parler d'Ursula von der Leyen qui pense encore augmenter son propre salaire et le salaire de tous les députés européens. C'est pas formidable ça? Vraiment, ben oui, ils souffrent de l'inflation. S'ils souffrent de l'inflation, ça va pas du tout. Augmentons de 15%. Et enfin... en seconde partie, on va recevoir l'écrivain, l'essayiste Éric Nolot, qui parle de qui? De Jean-Jacques Rousseau. Non, pas de Jean-Jacques, de Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, le miroir qui réfléchit ou le miroir qui salive? On en parle. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Eh oui, comme Robert Charlebois, je suis parti pour Québec. Mais ce n'est pas pour raconter mes voyages, auditeurs résistants de Sud Radio. Je vous en parle parce que je viens de passer effectivement 4-5 jours et j'avoue que j'ai été bouleversé par la manière dont on est reçu à Sud Radio. Sud Radio est reçu plutôt là-bas, à Québec. C'était incroyable. On était avec, c'était un colloque, c'était des conférences tenues par une fondation qui s'appelle la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, qui est absolument sans subvention, qui travaille avec les dons, effectivement on en parlera avec Anticorps, avec Philippe Pascot plus tard, qui travaille donc des dons de ses adhérents, et je trouve que c'est formidable que les associations, la plupart, et pour moi toutes doivent travailler avec les dons de ses adhérents, de ses militants. L'État distribue, et on l'a vu encore avec l'affaire Marianne, de Marlène Schiappa, l'État distribue effectivement des recueils et des dons, mais où vont ces dons? Est-ce que ces dons, les dons doivent être les citoyens? Mais pour en revenir au Québec, vous savez, ce qui était absolument frappant, je ne m'attendais pas du tout, c'est que les gens sont venus nous voir, les gens venaient nous voir, des hommes, des femmes, des jeunes, de tout. Et ils disaient, vous savez, heureusement que vous êtes là. Au Québec, on n'a pas assez de débats, on n'a pas de débat. Et depuis le confinement, vous nous avez tenu la tête hors de l'eau. Heureusement que vous êtes là, et je dis pas moi, je dis les invités de Sud Radio, etc. C'est pour eux, je vous assure, une bouffée d'oxygène. En tout cas, des centaines de personnes sont venues me le dire pendant les 3 ou 4 jours où j'étais là, et c'était extrêmement émouvant. Et il faut dire aussi, et aller sur leur site, parce que au-delà de cette rencontre, le site c'est www.fddlp.org. Je répète, www.fddlp.org, Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Pourquoi? Parce qu'ils font un travail formidable au niveau de l'autonomie. Alors Québec, c'est immense, comme le Canada, évidemment. Il faut voir comment ils s'organisent au niveau agricole, au niveau de l'élevage, au niveau de tout cela. Comment ils arrivent à, non pas faire du troc, mais à s'entraider, à échanger les uns les autres. Les uns cultivent des poules, les autres des vaches, les autres de l'alimentation, des herbes, les autres des légumes, etc., des fruits, etc. Et tout ça circule et ils n'attendent beaucoup moins de l'État qu'ils n'attendent d'eux-mêmes. Et c'est
C'est une leçon extraordinaire. Je dois dire que pendant 2 jours, j'ai assisté à des conférences passionnantes sur le fait de dire, voilà, prenez-vous en charge, prenez-vous en main, commencez par la base, prenez-vous en charge et faites ce qu'il faut faire. Bien sûr qu'il faut surveiller l'État, bien sûr qu'il faut faire son devoir, peut-être d'électeur, ça c'est autre chose. Mais le plus important, c'est ce que chacun fait. Et je vous assure qu'au Québec, il se passe des choses tout à fait passionnantes face à la chape de plomb, effectivement, qui les gouverne là-bas. Voilà, je voulais simplement vous dire à quel point Sud Radio était connu et aimé, en tout cas de milliers de personnes qui nous écoutent tous les jours. Vous voyez, 800 000 abonnés, c'est bien, et c'est même très bien, mais on va aller beaucoup plus loin puisqu'on franchit l'Atlantique. Et ça, j'ai pu le voir et le prouver de visu. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. The hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rent. Vous l'avez reconnu, bien sûr, cette voix inoubliable, cette actrice inoubliable, Marilyn Monroe. Les diamants sont les meilleurs amis de la femme. Mais pas seulement, pas seulement. Et quand on s'attaque à ceux qui fournissent les diamants, à ceux qui les entretiennent, à ceux qui les gavent, disons, corrompus, corrupteurs, un joli tango qui se passe aussi bien à Paris que dans le monde entier, eh bien, quand des associations essayent de lutter contre ça, apparemment, il y a quelques problèmes, mais notamment aujourd'hui, Anticorps, une association fondée en juin 2002, il y a 21 ans, par Eric Alphen et Séverine Tessier. Eh bien, Anticorps a des problèmes, et a des problèmes graves, puisqu'on veut lui refuser son agrément. Alors, on a demandé à un membre d'Anticorps, et non des moindres, Philippe Pascot, vous le connaissez, on l'a reçu à plusieurs reprises, et toujours avec plaisir. Il vient de publier, d'ailleurs, il n'y a que lui pour publier 2 bouquins en même temps. C'est d'actualité en plus. Voilà, Les cons, ça ose tout, moi aussi aux éditions Benton, et Le pouvoir du pire aux éditions Max Milo. Alors d'abord, rappelez ce que fait Anticorps, Philippe Pascot. Anticorps, c'est une des sessions de contre-pouvoir en France, et quand il n'y a plus de contre-pouvoir, on arrive aux dictatures. Donc depuis 2002, Anticorps, association de loi 1901, lutte contre toute la corruption en France et pour une éthique en politique. Donc c'est quelque chose de fondamental en France. D'autant plus qu'aujourd'hui, la corruption, je ne sais pas pourquoi, a tendance à se développer, se développer. Ben oui, pas mal. Et Anticorps, ouais, tout à fait. Toujours factuel par contre. Et Anticorps, c'est quand même 159 dossiers en procès aujourd'hui. C'est 6700 adhérents. En ce moment. En ce moment, dont des affaires hyper importantes, comme l'affaire Colère, comme Falco, comme l'affaire Bolloré, comme un certain nombre de dossiers auprès de gens importants. Partie civile, on a pu se porter partie civile grâce à cet agrément qu'on essaye de nous retirer. Agrément qu'on a eu du mal à avoir déjà. Qui a été obtenu quand et comment? Elle a été obtenue là en 2021, quand M. Castex était Premier ministre, parce que, excusez-nous, pour nous faire notre agrément, M. Moretti a été obligé de se déporter, puisque lui-même était en cause dans certains de nos dossiers. D'accord. L'agrément, on a mis 8 mois à l'avoir. Monsieur Castex l'a très mal rédigé, très mal rédigé. Il a quand même été obligé de le signer à la fin. Et là, on nous remet en cause. Il y a 2 personnes, 2 anciens adhérents d'Anticorps qui aigris, qui quelque part ont vu la faille dans l'agrément, ont porté plainte en l'administration pour qu'on nous retire cet agrément. Et si on nous retire cet agrément, ce qui risque de se faire le 24, les affaires... Le 24 juin, là. Le 24 juin. Les affaires sur lesquelles on s'est porté partie civile, je le rappelle, 159 affaires. L'affaire Falco, c'est nous. Il y a plein d'affaires. L'affaire Ferrand, c'est nous. Si jamais on s'était pas porté partie civile, ces affaires auraient été étouffées. Eh bien, si on nous retire cet agrément, écoutez bien, et en plus ils veulent le faire de façon rétroactive, on est obligé d'abandonner la partie civile sur l'affaire Benalla, sur l'affaire Colère, sur plein d'affaires qu'on a en cours en ce moment. On a 6700 adhérents. Nous sommes une association transpartisane.
On nous accuse d'être une association politisée. On nous accuse d'avoir reçu des dons occultes. Tout est transparent dans l'association. Je veux dire, l'association ne vit que grâce aux dons. Dans le Aucune conseil, subvention. il n'y a aucune subvention. Ce n'est que des dons de particuliers, d'adhérents. C'est 35 € l'adhésion. Je vous conseille d'adhérer. Plus nous serons nombreux, plus nous arriverons à faire pression. Oui, sur alors, excusez-moi, Philippe, parce qu'on dit, il y a eu en cause, par exemple, 2 anciens membres d'Anticorps, pas la félicité. Alors, il dit, l'association ne remplit pas la condition de l'indépendance, en cause le don de 64 000 € de Hervé Vassiguera, riche homme d'affaires et proche d'Arnaud Montebourg. Mais c'est clair, il est proche, et alors moi je suis proche du pape, et est-ce que c'est pour ça qu'on me dit que je suis super catholique? Je veux dire, ça veut dire quoi? Et proche de... Ça veut rien dire du tout, c'est quelqu'un qui a fait un don de façon particulière, et en plus ça a été fait de façon totalement transparente. Oui, tout est transparent, tout est clair. Tout est transparent, on a un commissaire aux comptes, etc. Dans le conseil d'administration, il y a des gens de tous les horizons politiques, mais on laisse nos avis politiques à la porte parce qu'on s'occupe uniquement de corruption et d'éthique. Et c'est ça qui gêne. Quand vous attaquez aux grands et quand vous attaquez aux puissants, ils se rebellent. C'est-à-dire qu'ils font tout aujourd'hui pour que quelque part il n'y ait pas de contre-pouvoir éthique en France contre ces gens-là. Et si jamais ils nous retirent notre agrément, c'est la catastrophe pour la démocratie. On ne se rend pas compte aujourd'hui, mais déjà quand elle est complètement bouffée, la liberté d'expression commence à être de plus en plus prise. Mais aujourd'hui, si elle retire l'agrément Anticorps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le civil ne peut plus se porter partie civile dans des affaires d'État? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne pourra plus accuser le secrétaire général de l'Élysée comme on est en train de le faire, qu'on pourra plus... Aujourd'hui, on a quand même réussi à faire condamner M. Falco, qui se servait dans les cuisines du département. L'ancien maire de je ne sais plus quel... de Toulon, qui se servait dans le conseil départemental depuis sous 7 ans dans les cuisines. Si on n'avait pas été là, ce monsieur continuerait à faire laver ses chaussettes par le département alors qu'il n'est plus président. Eh bien, l'association Anticorps, ça sert à ça. Et c'est pour ça qu'on est 6700 adhérents. Il y a 85 sites régionaux d'Anticorps en France qui surveillent, pas qui surveillent, mais qui font attention à ce qu'il y ait de l'éthique en politique. Ces gens qui nous gouvernent doivent être propres. Ces gens qui nous gouvernent doivent avoir des chaussures et un slip propre. Or, de plus en plus, on s'aperçoit que ces gens-là ont un slip sale. Nous, à Anticorps, on les oblige à le laver. Et bien, c'est ça qu'ils veulent pas. Et c'est pour ça qu'ils font tout pour... Je vais vous dire un exemple complètement fou. On est passé déjà en procès. Là, il y a 2-3 jours. Ouais. Le Premier ministre, qui donc avait rédigé l'agrément, n'est même pas venu défendre son agrément. Le Premier ministre, vous parlez de Jean Castex. Je parle de Jean Castex, qui a donc rédigé l'agrément, qui aurait dû venir défendre l'agrément qu'il a lui-même promulgué. Ils ne sont pas venus. Ça veut dire quoi, quand on réfléchit bien? Ça veut dire qu'on se demande même s'ils n'ont pas fait exprès de faire un agrément mal fagoté pour qu'on puisse l'attaquer derrière. Ça, c'est peut-être un procès d'intention. Je ne fais qu'un procès d'intention, mais excusez-nous, aujourd'hui, on est quand même dans l'urgence. Mais ça veut dire, alors justement, vous parlez de la date du 24 juin, mais là, il y a une chose que je voudrais comprendre. Ça peut être rétroactif, c'est-à-dire qu'on peut vous enlever toutes les affaires dont Anticorps s'occupait. Mais c'est ça, l'affaire Benalla, qu'on suit de très très près, on s'est porté partie civile. Et bien, s'ils nous retirent l'agrément, on risque fortement de nous retirer le procès de M. Benalla. On risque de ne plus pouvoir intervenir en tant que partie civile. Et c'est ce qu'ils veulent. Parce que comme ça permet de faire durer les affaires, ça permet de traîner les affaires. Aujourd'hui, on a 159 dossiers en justice avec Anticorps. 159 dossiers. Et dans ces 159 dossiers, je peux vous assurer qu'il y a des gens très importants. Alors justement, Philippe Pasco, expliquons pour les auditeurs du travail comment ça se passe pour une association se porter partie civile. Vous prenez des avocats, comment ça se déroule? On prend des avocats, on paye des avocats grâce aux dons des adhérents, grâce aux cotisations. Aujourd'hui, on doit quelque chose comme 220 000 € de frais d'avocat sur ces 159 dossiers. C'est-à-dire qu'on fait les choses bien, c'est-à-dire qu'on prend des bons avocats. Vous présentez auprès du tribunal le dossier. C'est ça, et avec les preuves, etc. Et on est en justice et on convoque des bons avocats. On vient d'en envoyer un à La Réunion parce qu'il y avait quelque chose qui se passait à La Réunion. On joue le jeu des vraies démocraties, du contre-pouvoir qui ne laisse pas passer des inepties, des corruptions qui sont en train de se mettre en place. Comment ça se fait que ces gens-là, on ne peut pas se porter partie civile contre ces gens-là? Pourquoi? Aujourd'hui, vous mangez mal, je peux me porter partie civile. Aujourd'hui, je vous traite de sale nègre, je peux me porter partie civile. Aujourd'hui, je suis empoisonné dans un restaurant, je peux me porter partie civile. Anticorps pouvait se porter partie civile contre des grosses affaires comme Benalla, Colère, etc., etc. Même M. Bolloré, on a un procès contre M. Bolloré. Excusez-nous, M. Bolloré, parce qu'ils ne nous font pas peur, ces gens-là. Mais par contre, la preuve est aujourd'hui qu'on leur fait peur.
Parce que pour qu'ils veulent retirer notre agrément, c'est que vraiment on leur fait peur. Moi, je conseille aux gens d'adhérer à l'association. Ça coûte pas très cher, ça coûte 35 € par an. On est 6700 aujourd'hui adhérents à Antigor. Il y a un site. Il y a un site, il y a tout. Ouais. Il faut qu'on soit 10 000, il faut qu'on soit 50 000, il faut qu'on puisse défendre la démocratie. Mais dites-moi, Philippe, est-ce que vous n'êtes pas les seuls comme association? Non, il y a Sherpa et il y a Transparency International qui a aussi l'agrément. Nous sommes 3 en France à avoir l'agrément. 3 en France en tout. 3 seulement. Ah, c'est intéressant. Je croyais, vous voyez, qu'il y en avait beaucoup plus. Non, que non, ça. on n'est que 3 seulement. Ils donnent ça au compte-gouttes. Ils sont pas fous, les mecs en haut. Ils sont pas fous. Vous vous rendez compte d'une association qui ose se porter partie civile contre le secrétaire général de l'Élysée? Mais c'est intolérable. C'est intolérable. Eh ben, nous, excusez-nous, on le fait. Et c'est pour ça qu'ils veulent nous supprimer. Et ça, c'est vraiment un truc de fou. Moi, j'ai jamais vu ça depuis 1958. Je veux dire, il y a des gens qui doivent se retourner dans leur tombe de la façon dont on attaque les gens qui défendent la démocratie. Mais alors, une chose que je ne comprends pas, juste, l'association a été fondée en juin 2022. Pardon. 2002, ouais. 2002. Et comment ça se fait que vous n'avez obtenu votre agrément qu'il y a... Alors, c'est Madame Toubira, parce qu'il n'y avait pas d'agrément au démarrage. Et donc, on n'avait pas besoin d'agrément. Il n'y avait pas besoin, on ne pouvait pas, c'est compliqué, etc. Et donc, Madame Toubira, pour faciliter le fait de pouvoir se porter partie civile, a déposé cette espèce d'agrément sur lequel on devait justifier, je ne trouve pas que n'importe qui non plus puisse se porter partie civile dans n'importe quel dossier, donc avec des critères. Mais ils ont retourné l'affaire en compliquant l'agrément, en compliquant les données pour pouvoir le faire. On a mis 8 mois dernièrement pour pouvoir avoir cet agrément, alors que tout était clair. Ils ont été chercher la petite bête sous le tapis, la toute petite bête, alors que ces gens-là ont des grosses araignées dans leur maison. Et nous, ils ont été nous chercher la petite bête, les 60 000 balles qu'a versé un donateur. Oui, c'est une proche de Monsieur Montebourg. Oh là là, s'il avait été proche de Poutine, je vous explique pas comment aujourd'hui on en mangerait. Ils ont été cherchés auprès de la présidente qui a travaillé avec un autre organe de presse. Mais c'est n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut rien faire, ne rien dire pour pouvoir avoir un agrément. C'est une folie. Et non seulement ils ont été obligés de nous le donner parce qu'on est tellement clair à Antigor. Bah oui, puisque si vous êtes transparent. Mais ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Ils ont traîné pendant 8 mois. Ils avaient pas. Mais ils ont rédigé un truc bateau et bancal. Et dites-moi, par rapport à ce qui existe... Alors attendez, je termine. Parce qu'au procès, on a eu là, en administratif, l'avocat qui était contre nous est un proche de Monsieur Colère. Pardon? Vous n'êtes pas déporté, Monsieur Thiriez? L'avocat qui a défoncé Anticor lors du procès il y a 1 ou 2 jours est un proche de Monsieur Colère. Je comprends pas. Normalement, ces gens-là devraient se déporter. Eh ben non, il ne s'est pas déporté, bizarrement. Vous osez dire qu'il y aurait conflit d'intérêts? J'ose dire que quelque part, entre gens de bonne qualité, ils s'entendent bien entre eux pour défoncer les gens qui essayent de faire vivre la démocratie. Mais dites-moi, Philippe Pasco, et c'est à l'auteur de Délit d'élu et autres que je m'adresse. Hein, et puis les 2 derniers livres vont plaindre dans un pouvoir du pire. Et les cons, ça ose tout, mais c'est vraiment dedans. Ce que vous dites. Mais alors, justement, moi, il y a 2 choses qui m'ont étonné, j'avoue. Je pensais qu'il y avait d'abord beaucoup plus d'associations. Non. Enfin, en tout cas, 3. Il y en a 3 en tout. Et deuxièmement, dites-moi, ce n'est pas le rôle du, je ne sais pas, moi, une certaine Cour des comptes, un certain Conseil constitutionnel, ne devrait pas jouer des rôles de contre-pouvoir. À vous riez, ça vous fait rire. Oui, ça me fait vachement rire. Parce que quand je vois les décisions du Conseil constitutionnel dernièrement, heureusement qu'Anticor existe. Quand je vois la Cour des comptes, elle est bien gentille, mais je l'ai mis dans un de mes derniers livres, elle s'est augmentée de je sais pas combien au niveau de ces magistrats. Je rigole, d'autant plus qu'ils ont, eux, qu'un rôle consultatif. Nous, on tape. Nous, on se porte partie civile. Nous, on refuse que le dossier soit enterré. Si on n'avait pas porté partie civile dans l'affaire Ferrand a été complètement enterrée. Heureusement qu'Anticor est là, pour quelque part faire subsister un peu d'équipe et de non-corruption dans la politique. Moi j'hallucine aujourd'hui. Je veux dire, vous faites le moindre délit, vous, petit, vous vous retrouvez en procès, on vous fait vendre maison, on vous met en prison pour 5 mois, et ces gens-là qui ont des délits quand même, qui sont quand même relativement importants, quand je vois l'intitulé de nos plaintes, eh ben ces gens-là, ça traîne. Non seulement ça traîne, mais en plus, ils font tout pour qu'on ne puisse pas les poursuivre. Selon que vous serez puissant ou misérable, cher Philippe Pasco, vous vous rappelez d'un certain genre de La Fontaine. Oui, mais ça devient intolérable, André, ça devient intolérable. Levez-vous, les gens, battez-vous, il faut qu'on se batte pour que la démocratie reste vivante en France. Et encore une fois, c'est pas une histoire de parti politique, c'est une histoire de système. À Anticor, on est transpartisan. À Anticor, on nous accuse de faire de la politique. On nous accuse, Anticor, d'être gens que de gauche. C'est faux.
Dans le conseil d'administration, il y a aussi des gens de droite, il y a des gens du centre, il y a des gens de gauche. On laisse notre parti politique à l'entrée et on s'occupe de la corruption à l'intérieur du conseil d'administration. Merci Philippe Pasco. C'était un plaisir. Allez sur le site d'Anticor et puis renseignez-vous. Adhérez. Adhérez. En tout cas, jugez, c'est à vous de décider, auditeurs. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Oui, complètement toqué ce mec-là. De qui on parle? De qui on parle? Eh bien, de qui on parle? Eh bien, je vais vous dire de qui on parle. On parle de Novak Djokovic. Eh oui, non. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait? Écoutez, il n'a pas écouté ce que disait Olivier Véran quand celui-ci était ministre de la Santé. C'était, je crois, en décembre 2021, au Parlement. Voici ce que disait Olivier Véran, un avertissement sans frais. Je le dis à celles et ceux qui nous regardent et qui ne seraient pas vaccinés, je le dis non pas comme une menace. Je suis ministre et je suis aussi médecin. J'ai de l'empathie pour toutes les personnes et je traite toutes les personnes de la même manière, sans distinction. Mais je le dis aux personnes qui ne sont pas vaccinées, il y a vraiment peu de chances que vous puissiez passer cette fois-ci entre les gouttes. La circulation du virus est trop forte. Et les personnes qui sont les plus enclins à attraper le virus et les plus enclins à faire des formes symptomatiques et des formes graves sont les personnes qui ne sont pas vaccinées. Voilà, Olivier Véran a parlé. Il fallait que tout le monde, que le monde entier l'écoute. Et puis il y a eu un qui n'a pas écouté. Non mais c'est incroyable, il n'a pas écouté. Il a essayé de passer entre les gouttes et il est passé entre les gouttes. Mais c'est qui? Ah ben un certain Novak Djokovic. Oui, vous savez qu'il vient de décrocher son 3e sacre à Roland-Garros. Son total de titres en Grand Chelem à 23. Le seul tennisman de l'histoire à atteindre les 23 au Grand Chelem. Eh ben Novak Djokovic, eh ben il n'a pas écouté Olivier Véran. C'est incroyable ça. Comment on peut ne pas écouter Olivier Véran? Mais écoutez, vous avez vu ce qu'il a dit, c'est en décembre 21. Mais je veux dire, vous pouvez plus passer entre les gouttes. Je ne menace pas, disait Olivier Véran, pas du tout. Mais écoutez, c'est fini la plaisanterie maintenant. Allez, tous vaccinés. Et voilà qu'un non-vacciné, franchement, gagne Roland-Garros, gagne le Grand Chelem, gagne 23 fois le Grand Chelem. Et il est toujours pas vacciné. Et il y a des tas de tournois où il n'a pas pu aller. Alors franchement, mais où est la morale? Où est la morale? On comprend pas. Non, Olivier Véran, gardez espoir. La vérité est évidemment de votre côté, Novak Djokovic. Ah bah c'est l'exception qui confirme la non-règle, bien sûr. Tout de suite, le face-à-face d'André Berkoff avec Éric Nolot, éditeur, écrivain, critique littéraire, pour son livre « La faute à Rousseau » aux éditions Léo Schir. Vous nous appelez au 0826 300 300. On se retrouve après les informations. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oh, je ne suis pas le seul, vous allez le voir avec Éric Nolot, mais auparavant, écoutez, on est très content, vous savez qu'on a le contenu des SMS entre Ursula von der Leyen et Albert Bourla, le PDG de Pfizer. Oui, non, c'est faux évidemment, on ne les a pas, personne ne les a, on ne sait pas s'ils les aura un jour. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'Ursula va être augmentée, oui, en raison de ses extraordinaires exploits, elle et tous les députés européens vont être augmentés, en tout cas c'est prévu, c'est l'intention. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh oui, envoie les pestons, c'est ce qui compte, hein, les milliards de dollars, hein, des injections, des certificats, etc. Envoyez la monnaie. Et alors, il paraît, selon, c'est pas fait, soyons précis. Mais selon le site L'Express, un site allemand très très connu, von der Leyen, Ursula, veut augmenter son salaire mensuel européen à 37 957 €. C'est-à-dire que pratiquement, 36 000 € par mois, c'est-à-dire plus 15% à ce qu'elle touche. Et oui, qu'est-ce que vous croyez? C'est très très difficile. Vous savez, à ce niveau de prolétariat, il faut quand même comprendre les efforts énormes qu'ils font. Et puis voilà, étant donné ce que fait le Parlement bruxellois, et on voit très très bien ce qu'il fait, c'est un travail de folie dont nous sommes tous bénéficiaires, il faut le dire, nous autres Européens, le peuple européen. Eh bien, les politiciens et les fonctionnaires de l'UE et les parlementaires veulent à nouveau augmenter leur salaire, encore une fois, de 15%. Et oui, 15%. Écoutez, vous croyez pas qu'on pourrait faire un Bruxelles-ton, comme ça, une espèce de Euroton, voilà, on comprend, vous savez, il n'y a pas que les restos du cœur, et il faut créer, l'Europe du cœur, et envoyer à
tous ces gens, des mannes, envoyer vraiment des dons en permanence. Voilà. En tout cas, voilà où on en est aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe un peu partout sur l'inflation, le pouvoir d'achat, et le reste, non. Eh bien, les députés européens pensent à une chose, en tout cas, Ursula pense pour eux, plus 15%. En attendant, qu'est-ce qu'elle a fait avec les SMS avec Bourla ? On ne sait pas. Rien. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkoff avec Éric Nolot, éditeur, écrivain et critique littéraire, auteur de La faute à Rousseau aux éditions Léo Scheer. Bonjour Éric Nolot. Bonjour à tous. Alors Éric Nolot, moi ce qui me frappe d'abord, c'est quand même votre désintérêt, quand je dis votre puissance de cœur, puisque vous finissez le bouquin en disant, écoutez, nous sommes collectivement responsables d'avoir porté cette vacuité, et on parle de Sandrine Rousseau au pinacle, tout particulièrement les médias sur nous. Et vous dites fermez ce livre et cessez de prêter attention à Sandrine Rousseau. Alors pourquoi vous avez écrit ce livre, Éric ? Pour mettre un point final. Sandrine Rousseau est le dernier clou du cercueil. Oui, c'est une créature qui est le produit des médias. Elle a été créée par et pour les médias. Vous seriez bien en peine de me citer les grandes idées de Sandrine Rousseau. En revanche, vous pouvez me citer pas mal de bourdes qu'elle a sorties, de punchlines, etc. Donc en fait, le grand jeu, la grande complicité entre Sandrine Rousseau et les médias, c'est une complicité assumée, c'est que vous la recevez, vous l'embêtez pas trop, vous la poussez pas dans ses retranchements, dans ses contradictions, et en échange, elle va vous sortir une petite phrase qui va vous permettre de faire le buzz une journée. Non mais c'est très pratique, c'est un troc de marchandises. Mais ça profite à Sandrine Rousseau, aux médias, mais pas au pays, puisqu'on s'enfonce dans une crise où Sandrine Rousseau, si vous voulez, avant, le féminisme, c'était Simone de Beauvoir, maintenant c'est Sandrine Rousseau. Il y a une chute de niveau. Quoi. Oui, c'est même pas une chute, c'est un abîme. Mais justement, moi je veux dire, j'ai jamais reçu Sandrine Rousseau, je crois pas que je la reçois, enfin peu importe, peut-être oui, mais en revanche, vous nous avez enlevé le pain de la bouche. Moi, les perles du jour, quand j'ai pas Sandrine Rousseau, mais je suis orphelin. Et je sais, vous déprimez. Elle dit tellement de bêtises, tellement de magnifiques conneries, vous les connaissez, vous en parlez dans votre livre, mais en fait, justement, Éric Nolot, parce que l'homme déconstruit, etc., etc. Mais en fait, comme disait un certain Badiou, mais il parlait de Sarkozy, de quoi Sandrine Rousseau est-elle le nom ? Voilà. Parce que derrière le loufoque apparent, derrière le petit folklore, derrière les petites phrases, il y a quelque chose de beaucoup plus sérieux qui est un projet de société, un projet de civilisation, et pour être précis, un contre-projet de civilisation, un contre-projet de société. Sandrine Rousseau et ses amis essayent de nous imposer un monde terrifiant et de nous l'imposer pas par les voies démocratiques, par la force. C'est la politique du fait accompli. L'écriture inclusive, c'est illégal, tant pis, on va quand même écrire en fait accompli. Un homme prend un traitement hormonal, ça devient une femme. C'est faux. Vous pouvez changer votre apparence, vous pouvez pas changer de sexe. Mais toute cette... l'homme enceint. Voilà, l'homme enceint. Vous voyez, là, on arrive, avec l'homme enceint, on arrive quand même à un degré de délire tout à fait intéressant, mais ne désespérons pas, ça va encore s'aggraver. Nous ne sommes pas au bout, nous ne sommes pas au fond. Vous dites qu'elle fait partie des gens qui veulent effectivement une espèce d'autre société, un autre monde, un autre être humain, quoi. Mais de toute façon, c'est l'ambition de tous les totalitarismes, forger un homme nouveau. C'était l'ambition du maoïsme, c'était l'ambition du nazisme. Du passé, faisons table rase. Exactement, et c'était l'ambition du stalinisme. Alors on s'en prend à la vie quotidienne, évidemment, et on s'en prend au langage. C'est les attaques du wokisme, du rousseauisme, j'exagère un peu, c'est lui faire beaucoup d'honneur quand même. Disons le wokisme et de l'islamo-gauchisme contre le langage, eh bien c'est la cible privilégiée. C'est un autre monde dont je ne veux pas, et j'espère qu'on aura l'occasion de parler. Elle s'attaque à un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de la culture. Alors, justement, parlons-en. Alors, en fait, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que elle et d'autres, parce que Sandrine Rousseau, je dirais que c'est peut-être la température, enfin le niveau de la feuille de température, une feuille intéressante. Mais au fond, est-ce que c'est... Vous en parlez aussi, vous l'évoquez un peu. Est-ce que c'est quelque part, parce que moi, j'arrive pas à la prendre au sérieux. Est-ce que c'est quelque part, je veux exister. Pourquoi je vous dis que je la prends pas au sérieux ? J'ai l'impression que c'est beaucoup plus l'ambition politique, et l'ambition politique l'amène à dire n'importe quoi parce que ça fait le buzz et que ça fait parler d'elle. Vous pensez qu'elle est sincèrement attachée à ce projet totalitaire ? Absolument. Je pense qu'il y a une alliance, un alliage
entre l'ambition personnelle, qui est indiscutable, hein, c'est une carriériste, la manière dont elle a flingué Julien Bayou en l'accusant de tous les maux, et quand je dis de tous les maux, d'être un prédateur sexuel qui pousse les femmes au suicide. Alors, rappelez l'affaire Bayou. C'est assez simple. Elle arrive un jour sur un plateau de télévision, celui de C'est à vous, et elle dit à propos de Julien Bayou, son collègue d'Europe Écologie Les Verts, eh bien, il y a des hommes qui ont des comportements qui sont susceptibles de briser la santé morale des femmes. C'est le cas de Julien Bayou. J'ai recueilli un témoignage de femme dont la rupture avec Julien Bayou, c'est très mal. Elle le dit à la télé, elle le dit en direct. Elle dit, il y a d'autres femmes dont j'ai pas recueilli le témoignage, mais une enquête est en cours. Donc on lui dit une enquête policière, elle dit non, une enquête journalistique. Bon, alors déjà, l'enquête finit par paraître dans un journal écolo, et il se trouve qu'il n'y a rien dans le dossier. Ce qu'il y a dans le dossier, c'est que M. Bayou aime bien les femmes. M. Bayou est, disons, un queutard. Ce qui n'est pas un péché mortel jusqu'ici. Hein. Pas encore. Dans le monde rêvé par Sandrine Rousseau, ce sera un péché mortel et surtout un délit, voire un crime. Donc, M. Bayou est un queutard. On peut porter un jugement moral, mais ça ne fait pas partie du code pénal pour le moment. Il n'empêche que le dossier se dégonfle, il n'y a rien. Même la cellule de répression des violences sexuelles et sexistes d'Europe Écologie Les Verts ne dit rien, mais la carrière de M. Bayou est flinguée. Donc il y a un carriérisme qui est vérifié à tous les étages. Mais derrière, il y a ce monde wokiste terrifiant dont Madame Rousseau est la tête de gondole et l'une des porte-paroles. On parlait de culture. Le wokisme, c'est quand même trafiquer les textes du passé pour en extirper tout ce qui peut offenser nos contemporains. Moi, j'aimerais que vous restiez un tout petit peu sur les politiques. Il y a Quatennens, l'affaire Quatennens aussi. L'affaire Quatennens également. Est-ce que c'est exact, je ne sais pas, entre elle ou Clémentine Autain ou l'autre, quand Quatennens est venue et retournée au Parlement, elles sont levées, elles sont parties. Absolument. Alors ça fait partie du petit théâtre. Du petit folklore dont on parlait, c'est-à-dire je ne saurais siéger en même temps que Quatennens, il a frappé sa femme s'est plainte, on la croit, on vous croit madame, et puis mon Dieu, les convictions, il faut les combiner aussi avec la carrière politique, et madame Rousseau s'est gentiment rassise à sa place, mais elle a fait son petit numéro féministe, donc Quatennens plus jamais, et puis tout d'un coup, oui, en fait, il est réintégré, donc faisant comme s'il ne s'était rien passé. Non, il y a un mélange de conviction et de cynisme, de carriérisme et de projet totalitaire. C'est tout à fait fascinant à observer. Et comment il se fait qu'elle, alors justement, vous en parlez aussi dans votre livre, mais comment elle a grandi, enfin, parce que vous parlez, c'est intéressant, là moi j'ignorais, j'avoue que je ne vais pas me précipiter sur son livre, mais les épluchures à la Lilloise. Parlez-nous de ce grand moment de la littérature mondiale, les épluchures à la Lilloise qui date de 2007. Oui, ça a été un peu en fait, il y a eu 3 rampes de lancement, et à chaque fois ce sont des lancements médiatiques. Et elle a commis un roman policier que je recommande à personne, sauf à quelques masochistes hardcore, où en effet c'est un homme qui est épluché par des femmes. Moi je trouve ça intéressant déjà comme symbolique. C'est un serial séducteur et il finit épluché par des femmes, les épluchures servant de compost. Vous voyez, il y a un imaginaire... Ah carrément, c'est presque écorché vif quoi. Écorché mort en l'occurrence, mais ça n'en reste pas très délicat pour autant. Je trouve qu'il y a un imaginaire intéressant et on lui demande... Alors ce roman, elle dit oui, je l'écrivais la nuit, en fait le personnage principal, l'épluché, est inspiré par un de mes supérieurs que je ne pouvais pas supporter, donc j'écris comme on plante des aiguilles dans une poupée vaudou. Moi je trouve ça tout à fait sain dans l'ensemble. Et en effet, sa première télévision, c'est à FR3 Nord, FR3 Lille, où on la montre en train d'éplucher des pommes de terre de manière extrêmement suggestive pour rappeler l'intrigue. Bon ça voilà. Ensuite, il y a eu l'affaire Baupin. Elle se dit victime de violences sexuelles. Ça la propulse, puisqu'elle fait les médias, elle fait le buzz. D'ailleurs, elle en profite pour vouloir briller la tête d'Europe Écologie Les Verts, ce à quoi elle ne parvient pas. Et puis le troisième moment, c'est quand elle fait un livre sur l'affaire Baupin. Elle passe à On n'est pas couché. Elle se prend le bec, j'ose pas le dire, elle se crêpe le chignon parce que je vais encore avoir des ennuis. Avec Christine Angot, elle pleure et c'est le troisième, et c'est la troisième rampe de lancement. Et vous observez qu'à chaque fois, c'est sur des événements médiatiques, c'est sur une médiatisation qui n'a pas de rapport direct avec la politique ou les idées. Voilà, donc une créature des médias, par et pour les médias. Donc, comme ce dont vous parlez, une bonne cliente, comme on dit dans le jargon médiatique. C'est parfait, mais là aussi, le cynisme est du côté des médias. Mais alors justement, comment il se fait qu'elle a été aussi acceptée, d'accord, ça c'est clair, mais par ses pairs PAIRS, ils se sont dit c'est bien, elle va nous faire de la pub, à ELV et ailleurs, enfin, on l'accueille apparemment plutôt, je ne dirais pas chaleureusement, mais plutôt cordialement. Mais ils ont compris...
ces gens-là, bon d'ailleurs c'est pas difficile à comprendre, ça a été théorisé depuis longtemps, qu'avant de prendre le pouvoir, il faut prendre le pouvoir par les idées et par l'image. Et Sandrine Rousseau... Les idées... oui, mais les idées présentées de manière extrêmement simpliste, caricaturale, mais les idées quand même, quand vous dites il faut en finir avec le barbecue, qui est un symbole inadmissible de virilité. De la virilité immonde. De virilité immonde. Il y a quand même une petite idée qui est certes présentée de manière burlesque, mais ça finit par un peu ronger les cervelles. Ils ont compris qu'ils tenaient avec Sandrine Rousseau un formidable vecteur parce que... Caisse de résonance. Mais oui, c'est chaque fois qu'elle sort une bourde, au lieu de secouer la tête et de passer à autre chose, moi le premier d'ailleurs, hein, je retweet, là on est en train de commenter. Donc ça marche jusqu'à un certain point. L'homme déconstruit, ça a très bien marché. Ah, c'est formidable. Moi je dis que je fais partie des hommes qui préfèrent se faire démonter que déconstruire, mais ça va encore me valoir des ennuis, vous voyez. Mais c'est très intéressant et ça en dit long effectivement sur la société du spectacle. On va pas revenir là-dessus, on sait. Mais ce qui est extraordinaire, c'est effectivement, et moi je sais, chaque fois qu'il y a du Sandrine Rousseau, on cite pour se foutre d'elle, mais quand même on le fait, c'est clair. Mais est-ce que ça n'a pas rencontré justement, et vous en parlez dans votre livre, qui est d'ailleurs savoureux parce que il y a de très bonnes formules, mais vous écrivez à un moment donné, vous dites mais il y a quand même Éric Nolot, il y a les limites du jeu. Il n'y a pas de limite. Actuellement, est-ce qu'elle a déjà rencontré son principe de Peter, son niveau d'incompétence, ou même si elle l'a rencontré, on s'en fout? On s'en fout un peu. Non, je pense que le danger qui la guette, c'est que les gens ont compris que c'était un système assez efficace. Et il y a notamment Madame Tondelier qui essaye de la déborder sur le thème du burlesque et de... Elle est pas mal, oui. Elle est bien aussi. Alors, je ne dirais pas que l'élève a encore dépassé la maîtresse, pas encore, mais elle sent que c'est dans cette voie-là qu'il faut s'engager. C'est-à-dire des idées de présenter de manière choquante, parce que un peu burlesque, pour essayer de la déborder médiatiquement. Donc, c'est ce qui peut arriver à Sandrine Rousseau, que à force d'emprunter le modèle rousseauiste, ça finisse par se banaliser et qu'on ne l'écoute plus ou qu'elle trouve plus radical qu'elle. Mais pour l'instant, ça marche encore. Hein. Oui, mais alors, justement, par rapport à ça, est-ce que ELV ne se rend pas compte parce que ça rejaillit sur ELV. Je ne me rends pas compte qu'à un moment donné, moi je veux bien tout ce qu'on veut, je veux bien que le spectacle, les médias, etc. Mais à un moment donné, est-ce que ça ne rencontre pas le ridicule, quoi? Enfin, les limites, je dirais, du ridicule. Vous pensez que ça peut encore prospérer, ce fonds de commerce, de façon, je dirais pas illimitée, mais assez forte? Politiquement, je pense que ça va toucher ses limites parce qu'il ne s'adresse plus qu'à des convaincus, en effet, parce qu'il y a quand même une majorité de gens raisonnables en France. Après, il y a un deuxième niveau, c'est que certaines formules, certaines manières de voir la vie, ou de revoir la vie plutôt, finissent par monter un peu à la tête de certaines personnes et de leur bouffer un peu la cervelle. Et vous voyez qu'il y a quand même des tas de phrases qui passent un peu inaperçues. Quand elle dit « je préfère les jeteuses de sorts aux ingénieurs EPR », c'est quand même énorme de dire « les femmes sont du côté de la magie noire et de l'irrationnel, ou des sorcières, et les hommes sont du côté de la science, des grandes écoles, de la rationalité ». Ça devrait suffire. Ou, dans un niveau plus anecdotique, quand elle rend hommage à Belmondo, en l'appelant Jean-Pierre Belmondo, normalement, dans le monde ancien, elle aurait déjà dégagé. Dans le monde nouveau, on la prend encore au sérieux. J'ai pris deux exemples volontairement très différents, d'un niveau très différent, mais je trouve que notre seuil de tolérance est en train de s'élever de plus en plus. Je suis inquiet. Et c'est vrai qu'il faut rappeler Paul Claudel, la tolérance, il y a des maisons pour ça. Exactement, exactement. Et là, malheureusement, notre maison de tolérance, ça tourne un peu à la maison de fou, là. C'est vrai. On va en continuer à parler avec Éric Nolot de la merveilleuse Sandrine Rousseau, tout de suite après cette petite pause. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio et vous avez la parole au 0826 300 300 pour interpeller Éric Nolot sur son livre La faute à Rousseau. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Éric Nolot, La faute à Rousseau, aux éditions Léo Cher. Et effectivement, alors je vous rassure, hein, il ne s'agit pas de Jean-Jacques. Non, pour ceux qui ne prennent l'émission en cours de route, il s'agit de Sandrine. Ah ben, Sandrine, c'est autre chose que Jean-Jacques, ça il faut le dire. Alors, quand même, Éric Nolot, vous parlez de choses qui sont aussi très préoccupantes, très graves, encore plus graves peut-être que Rousseau. C'est ce qui s'est passé, je voudrais que vous racontiez, parce que
Annie Ernaux, prix Nobel de littérature aujourd'hui, Annie Ernaux, l'écrivain Annie Ernaux, qui a fait une pétition pour littéralement, et elle l'a marginalisé, cassé, exclu, l'écrivain et essayiste Richard Millet. Et il y a eu une pétition signée par des écrivains demandant carrément l'excommunication de... Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Il y a eu cette affaire Richard Millet, et il y a eu une sorte de réplique avec le dessinateur Bastien Vivès à Angoulême. Alors, c'est intéressant. Dans les deux cas, c'est une pétition. Une qui demande que Richard Millet soit viré de Gallimard, en fait, et exclu de la République des Lettres. Et puis Bastien Vivès, qu'une exposition qui n'a rien à voir avec les dessins qu'on pouvait lui reprocher. On lui reprochait une forme de pédocriminalité, mais l'exposition qui était prévue n'avait absolument rien à voir avec la chose, d'autant que les signataires n'avaient pas vu l'exposition. Alors, dans les deux cas, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que c'est une censure wokiste d'un nouveau genre. Avant, la censure était verticale. C'était les pouvoirs publics qui disaient à Flaubert, Madame Bovary, c'est immoral, qui disait à Baudelaire, les fleurs du mal, c'est immoral, etc. Oui, etc. c'est le procureur, etc., le procureur, le juge, oui. Voilà. Là, maintenant, c'est une censure horizontale, c'est-à-dire ce sont des confrères qui dénoncent, dans un cas, un écrivain, dans l'autre, un dessinateur, pour essayer de l'annuler, le cancel, comme on dit dans la novlangue wokiste. Dans les deux cas, ça a marché, et je trouve que ça, quand même, ça part d'un sentiment mauvais, d'une forme de censure inédite et encore plus préoccupante, parce que ce qu'on observait au contraire, par exemple à la Libération, vous aviez des écrivains qui essayaient de sauver de la prison ou de la peine de mort d'autres écrivains qui n'étaient pas du tout de leur bord, qui étaient même du bord opposé, mais qui mettaient un point d'honneur à essayer de sauver des collègues. Là, vous avez des gens... aussi des écrivains qui ont dénoncé. Hein. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais quand même, après la guerre, quand il y a eu l'épuration, il y a des gens qui se sont distingués. Voilà. Il n'y a pas grand monde qui a essayé de sauver Millet ou Vivès, quand même. Hein. Et là, vous dites que c'est les pairs PAIRS qui signent des pétitions. Voilà, qui signent des pétitions et qui obtiennent gain de cause. Millet a disparu de la République des Lettres à peu près. L'exposition de Vivès a été annulée. Donc cette censure des pairs, PAIRS, a remplacé la censure des pairs, PE, accent grave, RES, qui était la loi, la censure de la loi. Maintenant, c'est la censure du semblable. Tout à fait raison. Et d'ailleurs, pour remonter peut-être pas aussi là que Flaubert ou Zola ou Baudelaire, Boris Vian pour le Déserteur, ça n'a jamais passé. Enfin, pendant des années, ça ne passait pas, mais c'était le pouvoir. Mais oui, il disait, attention. C'est pas Charles Aznavour qui disait c'est scandaleux, le Déserteur de Boris Vian. Non. Mais vous savez, en plus, c'est au nom des bons sentiments. C'est-à-dire, ils se disent Millet est dans la faute, dans le péché. Il faut absolument que notre monde retrouve sa pureté. Mais la pureté est un objectif totalitaire. Tous les régimes totalitaires avaient l'obsession de la pureté raciale ou sociale. L'homme nouveau. Et alors, justement, mais allons vers des choses encore plus extraordinaires. Là, dans votre livre, vous racontez, extraordinaire, c'est le cas de le dire, extra connerie, le fameux, en l'entendant Godot, Samuel Beckett, où il y a 5 hommes, Et vous racontez je crois que metteur en scène hollandais, c'est ça, a dit non, il y a trop d'hommes. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est une pièce de Samuel Beckett, à propos de laquelle Beckett a dit, de manière tout à fait explicite dans son testament, qu'il voulait que tous les rôles d'hommes soient joués par des hommes. Bon, il avait ses raisons. Bon, donc on monte la pièce, ça doit être joué dans une université néerlandaise, et le directeur de l'université dit non, parce que la parité n'est pas respectée. Nous, on voudrait que la moitié des rôles, qui sont pourtant des rôles d'hommes, soient joués par des femmes. Ça, à la limite, ça s'est fait de tout temps, des femmes qui jouent des rôles d'hommes ou des hommes des rôles de femmes. Mais là, il y a la volonté explicite de Beckett. Eh bien, les nouvelles règles de l'époque wokiste ont prévalu sur le testament de Beckett. Il a dit, s'il y a des hommes, on annule la représentation pour défaut de parité. Enfin, là, on arrive à un délire, c'est-à-dire que vos convictions, vos nouveaux paramètres contemporains, progressistes, l'emportent sur la volonté même de l'auteur. C'est le monde de demain, cher ami, j'ai pas tellement envie d'y vivre et je voudrais m'y opposer. Écoutez, je crois qu'on est un certain nombre et on est très nombreux quand même à s'y opposer. J'espère on reparle de tout cela, on continue d'en parler après cette petite pause. Restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite et si vous souhaitez interpeller Éric Nolot sur son livre La faute à Rousseau, vous nous appelez au 0826 300 300, on attend vos appels 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les
carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Éric Nolot, La faute à Rousseau aux éditions Léo Cher. Éric Nolot, au fond, on discute, Sandrine Rousseau, on discute de tout cela et on voit effectivement quelque chose qui se passe, dont on parle d'ailleurs assez régulièrement. Est-ce que c'est dû, on a parlé hors antenne, mais pourquoi ne pas en parler? Est-ce qu'il y a, pour vous, une espèce de baisse, je dirais, non pas intellectuelle, mais peut-être du niveau de la connaissance, peut-être de la culture, etc. Est-ce que ça joue pour Oui, vous, je crois. Malheureusement, il faut aborder ce point très délicat. Oui, je pense que c'est très vérifiable sur les réseaux sociaux, qui est très vérifiable quand même dans les bilans de l'éducation nationale. Il y a une baisse du niveau intellectuel et il y a des gens beaucoup plus perméables à certaines simplifications. Je pense qu'un personnage comme Sandrine Rousseau est un personnage de notre époque, de ce point de vue-là, qui n'aurait pas été possible dans d'autres époques. Je ne pense pas qu'on l'aurait prise au sérieux. Elle aurait eu un effet contre-productif. Là, au contraire, le fait qu'elle sorte des bourdes joue en la faveur des idées très néfastes, on en a parlé dans la première partie de l'entretien, qu'elle essaie de promouvoir. Donc je pense qu'il faut tenir compte de ça également. C'est vrai, faire attention, et en même temps, je crois que beaucoup de gens n'ont pas perdu le sens du ridicule, parce que je le vois ici, en tout cas à Sud Radio, aux réactions des auditeurs, etc. Très sincèrement, on a très peu de rousseauistes, je parle sandrinesques, qui disent « Ah là, formidable », etc. Mais vous savez, ce qui est très impressionnant, c'est de voir à quel point le rousseauisme, appelons-le comme ça, le wokisme, l'islamo-gauchisme, etc., ont pénétré les cercles médiatico-intellectuels, alors qu'une bonne partie de la population lui résiste. Mais enfin, d'abord le poisson pourri par la tête, puis ensuite c'est un travail gramscien. Parce qu'une fois que vous avez investi des lieux de pouvoir intellectuel qui vous répètent toute la sainte journée ceci, cela, ça finit par avoir des effets même dans le reste de la population. Mais je trouve que le bon sens se porte assez bien en France tout de même, et dans la population française générale, les gens rigolent quand même, se gondolent. Très vrai, mais je vais vous dire, pour moi, vraiment la meilleure preuve que le bon sens ne se porte pas si mal que ça, regardez quand même un certain nombre, on ne va pas les citer leur nom, mais un certain nombre de journaux de presse écrite qui étaient des références, sont donnés pouvoir de déférence, je ne dirais pas de déchéance, c'est-à-dire que les lecteurs ne sont plus du tout les mêmes. Alors on pourrait dire d'un côté, oui, mais les gens ne lisent plus, c'est pas vrai, ils continuent à lire des livres, etc. Mais je crois que s'ils se réfugient, soit dans les alternatives, soit dans des radios ou des médias un peu dissidents, c'est parce qu'ils ont envie d'écouter autre chose. Donc, effectivement, l'histoire de Sandrine Rousseau, elle est exemplaire, enfin, entre autres, mais c'est vrai que ce qui est incroyable, c'est, moi je suis très frappé, je voudrais savoir ce que vous en pensez, dans les journaux, parlons un peu de presse écrite, mais rapidement, entre droite et gauche, on voit très bien qu'il n'y avait jamais ça il y a encore 20 ans, enfin ça ne me rajeunit pas, ou même 30 ans, mais si vous voulez, les lignes de clivage sur la doxa se rapprochent énormément. Bien sûr. C'est très parlant, ça. C'est très... surtout en presse écrite, quoi. Les lignes de clivage bougent, et là, il y a une autre ligne de clivage qui a évidemment tout existé à travers les âges, à travers les époques, à travers les siècles, mais là, qui se redessine autrement, c'est la ligne de fracture générationnelle. Là, on voit arriver des générations qui sont quand même extrêmement acquises à la cause wokiste et à beaucoup de bêtises, avec en plus une forme de fanatisme et de volonté d'imposer aux autres leur ligne politique. Alors au sein des rédactions, parfois, c'est la guerre. Parce que vous avez une ligne officielle du média, mais à l'intérieur de la rédaction, vous avez les jeunes générations qui font un peu la chasse aux sorcières, qui disent aux plus âgés, je ne parle pas de gens qu'on s'entend, hein, vous ne pouvez plus dire ça, vous ne pouvez plus utiliser ce mot, vous ne pouvez plus parler de ce thème, et ils finissent par craquer, ils finissent par jeter l'éponge, et toute une gauche raisonnable, par exemple, se fait évincer par la gauche wokiste. Mais alors, la vraie question, et là c'est une question de gauche, enfin si on veut, mais moi est-ce que tout ça n'est pas quand même Éric Nolot, et sans faire du tout du complotisme, et on verra pourquoi. Est-ce que ce n'est pas au fond, ça n'amuse pas un certain nombre de gens, je ne dirais pas qui tirent les ficelles, qui soient actionnaires ou autres, en disant, écoutez, avec ces querelles à la con, on va les occuper, comme ça ils ne verront pas des vrais problèmes économiques, sociaux et compagnie. Moi je crois que ça se joue aussi. De toute façon, vous savez, le côté rideau de fumée, quoi. Oui, enfin, c'est-à-dire, je le présenterai autrement. Disons que le naufrage de la gauche traditionnelle, laïque, républicaine, tout ce que vous voulez, anti-totalitaire, est parti de l'abandon du social au profit du sociétal. Ça, c'est tout à fait vrai. Comme la gauche, en fait, n'a plus grand-chose à proposer, à part quelque chose à part Brailler, à part Monsieur Boyard, qui, dans un état qui m'a l'air un peu second à l'Assemblée, s'agite sur son siège. Donc, on met le paquet
Et vous voyez bien que auparavant, l'icône de la gauche était le prolo. Maintenant, ils ont remplacé par deux icônes, c'est-à-dire la drag queen, qui est un personnage de carnaval, Absolument. et le transsexuel, qui est un personnage imaginaire, parce qu'il n'y a pas de transsexuel. Il y a des gens qui... Et le racisé. Et le racisé. Le musulman qui est un damné de la terre, comme l'était le prolo auparavant. Donc, en fait, il a toujours raison. Alors, évidemment, parfois, ça pose des problèmes, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Donc, comment on fait, par exemple, en Iran. Madame Rousseau est très discrète quand même sur les femmes iraniennes qui sont les héroïnes du féminisme actuellement, mais elles sont persécutées par un régime musulman. Alors, comme les musulmans ont toujours raison, et les femmes aussi ont toujours raison, comment on fait quand il y a un conflit? C'est compliqué. D'ailleurs, vous avez vu le silence d'un certain nombre de néo-féministes sur l'affaire Shaina, celle qui a été torturée, brûlée vive, tabassée, violée, enfin bon. Et on l'a pas entendu, silence assourdissant. C'est le deux poids, deux mesures. Mais c'est vraiment indigne. Ça, c'est indigne, parce que là, c'est du cynisme. C'est pas de l'aveuglement idéologique, c'est de l'électoralisme, surtout. Ne braquons pas un certain électorat, ça pourra nous servir la prochaine fois. Moi, je trouve que ces gens-là deviennent de plus en plus le parti de l'étranger, quand même. C'est assez... Lucien, je crois qu'on va... on va parler ensuite du festival de Cabourg. Je voudrais qu'on reçoive quelques auditeurs. Beaucoup d'auditeurs nous appellent au 0826 300 300 et on accueille Manuel de Crépy en Valois. Bonjour Manuel. Bonjour Manuel. Bonjour André Berkoff. Bonjour Monsieur Nolot. Bonjour Manuel. Je suis ravi d'intervenir dans votre émission, parce que j'avais une petite question à l'égard de Monsieur Nolot et concernant Sandrine Rousseau. Moi, ça me renvoie automatiquement à une déclaration qu'elle avait commise, si j'ose dire, sur France Info en septembre 2022. Une déclaration qui était celle-ci, la valeur travail, pour elle, était une valeur de droite. Aujourd'hui, moi, j'observe au quotidien, et pas notamment parce que je change de métier, mais la valeur travail, globalement, dans notre pays, j'ai l'impression qu'elle baisse. On ne force plus les jeunes à travailler. Ça devient un petit peu une forme d'indécence. Écoutez... une forme pour moi de cancel culture appliquée au travail. Donc est-ce que finalement, cette dégradation de la valeur travail, est-ce que c'est la faute à Rousseau ? Écoutez, c'est vraiment très intéressant cette phrase de Sandrine Rousseau, parce que Sandrine Rousseau, si vous l'interrogez, elle va dire qu'elle est de gauche. Or, quelle est la position de gauche par rapport au travail? C'est d'abord pro-travail. C'était opposé à l'oisiveté de la noblesse et même d'une certaine bourgeoisie. Le type de gauche, c'était l'ouvrier qui bossait. Ensuite, le travail pour les femmes, c'était une valeur d'émancipation. C'est-à-dire, la femme ne restait plus chez elle à s'occuper du ménage et des enfants, elle sortait, elle faisait carrière. Ces deux combats de gauche, de manière très générale et plus spécifiquement appliquée aux femmes. Et Madame Rousseau, du haut de son ignorance et de son aveuglement idéologique et de sa bêtise, il faut quand même le dire, vient nous expliquer que c'est une valeur de droite. Écoutez, c'est une bourde parmi... Vous avez bien fait de la relever parce que elle est vraiment dans le top 10 et pourtant, Dieu sait si la concurrence est rude. Cela dit, il y a eu un moment donné, on ne va pas argumenter trop là-dessus, mais il y a eu quand même le gendre de Marx, Paul Lafargue, le droit à la paresse. Oui, mais il y a toujours eu des réflexions sur le travail lui-même. Mais historiquement, sur la période longue, la valeur travail est une valeur de gauche et d'ailleurs qui est partagée par la droite. Enfin, historiquement, le noble d'un côté, le prolo de l'autre, écoutez, franchement, c'est l'histoire de la Révolution quand même. Évident. Lucien? Oui, merci beaucoup Manuel. On va à Bastia avec Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour André et bonjour à Éric Nolot. Bonjour Chantal. Je suis très contente d'avoir Éric Nolot pour converser. On vous écoute, Chantal. Alors voilà, alors moi je vais parler en tant que femme, puisqu'apparemment maintenant on définit les gens par les sexes ou non-sexes d'ailleurs. on existe plus par la culotte que le cerveau. Alors moi je vais vous dire honnêtement, j'en ai marre de ces femmes style Sandrine Rousseau qui parlent en notre nom. Alors, tous les hommes sont des salauds, ils battent toutes les femmes sont toujours... Donc, à un moment donné, moi, c'est juste une remarque, j'ai pas forcément une question. Non, mais... Et je pense que même les jeunes, alors il y en a qui sont complètement fanatiques, ça c'est certain, mais d'abord, je plains énormément les jeunes garçons, les hommes, parce qu'ils ne trouvent plus leur place dans notre société. La moindre chose qu'ils disent ou qu'ils font, alors où ils sont machos, ils sont si, enfin, il y a tout de suite les étiquettes. Ça va être dur de draguer, hein. Franchement, on est dans une époque où déjà on veut plus qu'on se touche. Après, ça va, on pleure. Non, mais c'est terrible, quoi, parce que dès qu'une femme vous plaît, tout de suite vous êtes un harceleur. Bon, après, bien sûr, il faut pas dépasser certaines bornes, mais quand même, à un moment donné, en tant que femme, moi je trouve ça terrifiant
ce qu'on est en train de vivre pour nos jeunes en général. Et je pense, voilà, à ces jeunes hommes qui vont avoir beaucoup de mal à trouver leur place. Et la religion, parce que c'est une religion wokiste, et tous ces médias qui suivent de manière assidue toutes les conneries, excusez-moi, de Sandrine Rousseau, ils ont vraiment rien d'autre à foutre. Il ferait mieux de nous informer. Merci Chantal, merci. Écoutez, c'est clairement dit. Lucien. Merci beaucoup Chantal. Allons à Perpignan avec Claude. Bonjour Claude. Oui, bonjour André Berkoff, content de vous entendre de retour du Canada. Et bonjour Éric Nolot. Bonjour Claude. J'étais un aficionado de ZNPP. Bon, je regrette que cette émission ait disparu. Mais bon, peu importe. Voilà. Et puis peut-être que demain je vous verrai à l'hôtel Prams. Mais absolument, non, absolument. Écoutez, une excellente annonce. En effet, je serai demain. Oui, je serai demain à Perpignan. Tout à fait. Et non, alors moi j'ai bien compris et je partage tout ce que vous avez dit et ce qui a été repris d'ailleurs par certains intervenants avant, mais je me demande si en plus Sandrine Rousseau, qui se voit effectivement ouvert tous les médias, etc., c'est pas, je me demande si c'est pas seulement pour ces histoires de ces bourdes et tout ça. Je me demande si derrière elle n'a pas, en tant qu'idiote utile ou volontaire, je sais pas encore, le support d'un certain pouvoir financier et économique qui rêve d'une chose, c'est supprimer le bœuf et nous imposer de la viande poussée en laboratoire et préparer donc demain une alimentation dans laquelle finalement il faut évidemment que le vieux mâle blanc soit plus là, parce que sinon lui il va défendre son beefsteak, quoi. Voilà. Pas mal. Ouais. Éric. Ce qui est sûr, c'est que l'histoire va se régler beaucoup sur le plan économique. Vous avez quand même des anecdotes très intéressantes, c'est que à force d'être dans le wokisme, vous finissez par arriver à des effets contre-productifs. Aux États-Unis, Budweiser a cru très malin de confier sa campagne de pub à un personnage trans. Ça s'est soldé par 30% de ventes en moins, et ils ont vite fait demi-tour. Donc en fait, follow the money, et le vieil adage suivez l'argent, ça vaut pour le wokisme comme d'autres. S'ils s'aperçoivent que le wokisme ne fait plus vendre, parce que ça fait vendre le wokisme, eh bien vous verrez qu'ils vont vite retirer leur bille. Donc toucher au portefeuille et boycotter qui ne vous plaît pas. Parce que ça joue. C'est là où ça joue, absolument. Lucien. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio dans le face-à-face d'André Berkoff avec Éric Nolot pour son livre La faute à Rousseau. Et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. On attend vos appels 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio dans le face-à-face d'André Berkoff avec Éric Nolot pour son livre La faute à Rousseau aux éditions Léo Chir. Et vous avez la parole au 0826 300 300. On accueille tout de suite Richard de Gouet. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Oui, bonjour Monsieur Nolot, Monsieur Berkoff, grand fan de vous deux. Une petite question, je ne crois pas qu'on est sorti du wokisme, parce que qu'est-ce qui fait peur, c'est le niveau de l'école, le lavage de cervelle qu'on fait à nos enfants, et les plateformes de télévision comme Netflix, Apple TV, c'est assez effrayant certaines des séries qui produisent, et les documentaires, et je ne crois pas qu'on est sorti de l'affaire, quoi. Voilà. Donc, et une dernière chose que je voudrais dire, c'est ce qui se passe aux États-Unis avec Biden et son fils. Est-ce que vous allez en parler prochainement, parce que c'est une grosse affaire qui est sortie et personne n'en parle. Alors Richard, juste un mot sur le dernier point, et puis Eric va vous répondre sur le premier. On en a parlé déjà il y a 3 ans, au moment où est sortie l'histoire de Hunter Biden. Vous vous rappelez? Et puis on est revenu avec Charles Gave et avec d'autres personnes là-dessus, et évidemment qu'on va continuer à en parler. En tout cas, nous sommes parmi les rares personnes ici, enfin les rares médias qui en ont parlé à plusieurs reprises. Et on va continuer parce que l'histoire n'est évidemment pas finie, au contraire, elle ne fait que commencer. Oui, exactement. Sur l'école, c'est le point névralgique, parce que c'est de là qu'il faut tout reprendre.
En réalité, on voit que la France plonge dans les classements internationaux, qu'on a affaire à des générations entières sacrifiées, et que de quoi discute la gauche de l'abaya. Monsieur Guiraud de la France Insoumise, l'inénarrable France Insoumise, nous explique que l'abaya n'est pas un vêtement religieux et que c'est pour ça qu'il faut se battre pour que les gamins aient le droit de porter l'abaya. Écoutez, moi, je veux me battre pour que les gamins soient des citoyens autonomes qui sachent lire, écrire, compter, qui aient les moyens intellectuels d'être des citoyens éclairés. Je ne pense pas que la priorité, ça soit de les autoriser à porter l'abaya, je suis même certain du contraire, ou de monter des ateliers avec des drag queens. Je pense qu'on marche sur la tête. Voilà. Et monsieur Ndiaye est sans doute le pire ministre de l'éducation qu'on ait connu de tous les temps, je pense. C'est absolument catastrophique. Il devrait relever des défis considérables et il parle d'autre chose, ou plutôt il ne fait rien. Que fait-il? À quoi sert-il? Même le harcèlement scolaire qui provoque les drames qu'on sait sont traités, sont abordés de manière extrêmement molle et inefficace. C'est catastrophique. Reprenons par l'école, c'est la base de la société. Et entre parenthèses, c'est une idée de gauche. La gauche, c'était élevons des générations, les hussards noirs de la République, les instituteurs, etc. Regardez ce que c'est devenu. Quelle dégringolade. L'esprit critique, la formation, dire, avoir question à tout. Et Éric, je voudrais bien vous parler parce que vous-même, vous avez été frappé, en tout cas, disons pas du sceau de l'infamie, mais quand même, c'est intéressant. Vous deviez faire partie du jury du festival du film romantique, c'est ça, à Cabourg. Et puis on vous a dit à la dernière minute, tantôt il y a quelques jours, que vous étiez persona non grata. Pourquoi ? Oui. Ça s'est bien passé dans un premier temps, donc vous le disiez, je suis contacté, voulez-vous faire partie du jury? C'est un festival du film romantique de Cabourg qui est à Pignon-sur-Rue, qui est très réputé, etc. Bon. Et puis je donne une interview à Valeurs Actuelles, dont je fais aussi la couverture. Donc le journal paraît le jeudi matin. Le jeudi à 17h, la responsable du festival m'appelle pour me dire que je suis viré du jury pour avoir donné une interview à Valeurs Actuelles. Donc je lui demande si quelque chose l'a scandalisé dans l'interview. Elle me dit que non, qu'elle est plutôt d'accord avec moi, mais qu'on ne s'exprime pas dans Valeurs Actuelles. Donc je lui dis, mais M. Macron l'a fait également, il a fait la couverture, est-ce qu'il pourrait être juré de votre festival? Elle avait l'air un peu embarrassée par la question. Elle m'a dit non, écoutez, c'est un principe, vous ne deviez pas donner d'interview à Valeurs Actuelles aussi près du festival. Mais attendez, c'est intéressant. Elle s'est arrêtée là. C'est-à-dire que si je comprends bien, Valeurs Actuelles est un journal interdit, comme chacun sait. Oui. C'est-à-dire que... Ah non, mais c'est quand même... Elle n'a pas donné d'autres explications. Non. Vous avez donné une interview, vous n'avez plus à être là. Oui, c'est fini. C'était ça. Voilà, mais c'est intéressant, c'est une étape intéressante, en tout cas dans les... Mais dites-moi... Non, j'ai demandé la liste, je lui ai demandé de me fournir la liste des journaux autorisés ou pas. Je l'attends encore, mais elle doit exister quelque part, en tout cas dans le bureau de cette dame, puisque apparemment elle a consulté sa liste. C'était quoi? Elle est la directrice de communication, c'est ça? Non, c'est la responsable du festival, la déléguée générale du festival. Ça, c'est intéressant. Ça aurait été intéressant. Mais j'attends cette liste, je ne comprends pas, ça tarde. Moi, elle a mon mail, elle a mon portable, il faut absolument me communiquer cette liste, que je sache mieux pour l'avenir, à qui parler, à qui ne pas parler. Non, c'est étonnant. Alors, Éric, juste, parce qu'on savait que je vous recevais, et un interne m'a dit, oui, mais Éric Nolot, c'est intéressant, c'est la question un peu, pas critique, bon, il dit, mais Éric Nolot lui-même, quand même, il a appelé à la censure. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Enfin, c'était un échange. Et est-ce que vous auriez appelé, vous avez dit même avec des gens, parce que vous êtes contre la censure, vous, Éric Nolot. Bah oui. Et liberté d'expression. Oui. Alors, il paraît que vous êtes réjoui, il y a quelques jours, du fait que YouTube avait supprimé sa chaîne à Papacito. Pour certains propos, je suis pas pour si vous voulez, je suis pas pour que les gens, par exemple, je parle pas de Papacito, mais quand on parle de censure, si quelqu'un me dit que les chambres à gaz n'ont pas existé, je suis pour la censure des propos révisionnistes, négationnistes. Donc il n'y a pas un absolu, mais voilà. Là, je trouve que les propos qui avaient été tenus par Papacito justifiaient l'interdiction. Dans certains cas, c'est justifié. Mais je parle pas d'un délit d'opinion. Je parle de propos qui appellent à la violence, à s'en prendre physiquement à des personnes, ou alors des gens qui tiennent des propos négationnistes ou révisionnistes. Mais de toute façon, la liberté d'expression n'existe pas en tant qu'absolu quand même. Il y a toujours des règles quand même qui la limitent. Non, mais c'est une vraie question très intéressante parce que je partage votre opinion sur les négationnistes, évidemment. Mais est-ce que la loi n'existe pas? C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui tient des propos, parlons pas de Papacito, c'est chambres à gaz et autres, pourquoi est-ce que ça ne suffit pas? Enfin, ça ne suffit pas. Et que la loi les attaque et qu'on les attaque au portefeuille ou ailleurs. Est-ce que ce n'est pas ça la réponse? C'est de dire...
oui, la liberté d'expression existe. Maintenant, si vous tenez des propos de haine ou des propos négationnistes ou des propos comme ça, eh ben on vous attaque. C'est une autre option. C'est pas celle que nous avons. C'est pas celle que nous avons choisie. Bon, moi, ça ne me choque pas. Ça vous choque pas, vous? Non, il arrive. C'est intéressant. C'est pour ça il y a une certaine zone où moi je suis pour qu'on arrête de discuter parce qu'en effet, d'abord, c'est pas une zone très importante. Hein, ça représente 0,01% des opinions. Il me semble pas que elle s'applique à des cas douteux. Je pense que là, la loi est plutôt bien faite de ce point de vue-là. De mon point de vue, par exemple, aux États-Unis, ils n'ont pas du tout cette approche. Liberté d'expression. Voilà, donc vous avez des gens qui peuvent se balader en uniforme nazi dans la rue et tout va bien. Moi, je sais pas, ça doit être mon côté français. Moi, les défilés en uniforme nazi, c'est pas mon truc. Il avait eu des choses choquantes, je sais pas. Si on appelle à s'en prendre physiquement aux gens, moi, je trouve que c'est pas tolérable. Ça s'arrête là. Le débat d'idées, oui. Pour vous, il y a une limite qui est ne pas d'appeler à la haine ou à la violence, c'est ça un peu. À la violence, non. Déjà, à la violence verbale. Quand ça tourne au harcèlement, je trouve que c'est un peu, quand même, ça devrait pouvoir être... Vous voyez, sur les réseaux sociaux, quand même, quand quelqu'un est harcelé, même quand vous voyez, c'est des gamins qui finissent par se suicider, c'est très très long, quand même, d'obtenir quelque chose. Donc on n'est pas quand même dans une société de censure. Dans le cas des harcèlements scolaires, on aimerait même que la censure soit plus efficace. Oui, mais donc, dans le cas des harcèlements scolaires, mais il y aurait beaucoup à dire. Parce que le problème aujourd'hui, vous savez très bien, c'est très compliqué, mais on va consacrer une émission là-dessus, vous reviendrez. Avec parce plaisir. que moi, je suis très frappé par quelque chose. Vous savez, quand M. Thierry Breton veut maintenant interdire Twitter parce que ça ne correspond pas. Vous savez, il y a aussi les gens qui disent interdisons tout ça. Ah bah oui, oui, bien curseur, sûr. Hein, ah mais bien sûr. Pareil, non mais de toute façon, c'est exactement toujours la même chose. C'est vous êtes coincé entre deux absolus, quoi. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas reprocher. Vous savez, vous reprochez à Sandrine Rousseau et compagnie et à Annie Ernaux. Il ne faut pas qu'on tombe dans le même... pas du tout. Voilà. Pas du tout. Mais je pense qu'il y a une position de bon sens sur laquelle 99% des gens peuvent s'entendre. Mais il y a des absolus dans les deux sens. Un absolu de censure et un absolu de non-censure. On a cité le cas américain. Moi, je vous dis, ça me choque. Je vois certaines choses aux États-Unis qui me choquent parce que qu'est-ce que ça fait avancer comme débat de se balader en uniforme nazi dans les rues de Chicago? Sûrement pas. Mais ce qui fait avancer, ce qui fait encore moins avancer le débat, c'est un des autorités, vous le savez, censure parce que ça ne leur correspond pas à leurs intérêts. Alors qu'est-ce qu'on fait de Sandrine Rousseau pour conclure? Sandrine Rousseau, on en prend la mesure d'abord, la juste mesure. Ensuite, je propose que les médias arrêtent cette complaisance et cette complicité avec le pire, parce que vous et moi, là, on a évoqué des aspects presque amusants, presque souriants de Sandrine Rousseau, mais derrière, il y a quelque chose de très grave et il faut le mettre en lumière. Cet univers, ce monde totalitaire que souhaite Sandrine Rousseau, à la fois pour faire carrière elle-même et pour imposer ses lubies idéologiques, je n'en veux pas. Je ne veux pas de ce nouveau monde qu'elle essaie de nous imposer, que cette minorité suractive essaye d'opposer à une majorité de Français qui n'en veut pas. Et ben voilà, pour le savoir et pour en avoir conscience, lisez le bouquin d'Éric Nolot, lisez La faute à Rousseau, Pavane pour une infante, on ne la voudrait pas défunte, mais enfin, idéologiquement, oui. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Et merci à Éric Nolot pour son livre La faute à Rousseau aux éditions Léo Schir.